Bonjour à tous, nous vous remercions de participer à cette première édition des défis de ma cantine. 6 rendez-vous que vous pourrez retrouver tout au long de ce premier semestre, les mardis à 14 heures, pour vous parler de restauration collective dans les différents secteurs de la restauration. Pour cette première édition, nous nous adressons tout particulièrement aux restaurants d'État, les restaurants administratifs et interadministratifs. Nous avons un programme chargé de nombreux intervenants. Vous pourrez poser vos questions dans la fenêtre Q et R qui est en bas de votre écran. Nous les traiterons lors de la dernière demi-heure de ce webinaire ou par la suite par courriel. Pour votre information, nous vous adresserons une newsletter avec les éléments des présentations réalisées au cours de ce webinaire et vous retrouverez la vidéo de ce webinaire sur notre chaîne YouTube Défis et controverses. Sans plus tarder, voici une introduction de Bruno Ferreira, directeur général de la DGAL, Direction générale de l'alimentation. Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans notre série de webinaires « Les défis de ma cantine ». Défis, oui, car offrir une restauration collective durable, de qualité et accessible à tous est une attente forte de nos concitoyens et une priorité d'action du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. La restauration collective nous concerne tous, de la petite enfance aux seniors, en passant bien sûr par les écoles, les hôpitaux, les maisons de retraite, les administrations ou encore les entreprises. Rares sont les périodes de notre existence où nous ne profitons pas de ce service essentiel à la vie en collectivité et qui revêt une dimension sociale forte. La France a su développer une restauration collective unique au monde, exemplaire et inventive. En 2019, nous avons mis en place le Conseil national de la restauration collective. L'objectif ? Mobiliser les acteurs et toutes les forces vives de la filière, des producteurs aux consommateurs, autour de la mise en œuvre de la loi Egalim. Depuis, l'engagement de tous est remarquable. Ces efforts sont d'autant plus admirables dans le contexte de la crise que nous avons traversée ces derniers mois et qui, je le sais, impacte tout particulièrement votre activité. Le beau projet qui vous rassemble aujourd'hui concerne la mise en place de la plateforme numérique Ma Cantine. Là encore, il nécessite la mobilisation de chacun. Le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, en collaboration avec la Direction interministérielle au numérique, a créé cet outil numérique totalement innovant dans une approche de co-construction avec vous, les utilisateurs et futurs utilisateurs. Cette plateforme permet aux restaurants collectifs d'appréhender facilement l'ensemble des mesures de la loi Egalim les concernant et de bénéficier d'outils de pilotage pour atteindre les objectifs que nous nous sommes collectivement fixés. Nous souhaitons que cet outil devienne progressivement le vôtre et qu'il prenne toute sa place comme site de référence pour l'amélioration des pratiques relatives à l'alimentation dans les restaurants collectifs, mais aussi pour le reporting des efforts conduits pour améliorer l'approvisionnement de vos établissements. Vous le savez tous, depuis le 1er janvier 2022, les restaurants doivent intégrer dans leurs assiettes 50% de produits durables et de qualité, dont 20% de produits bio. Oui, cet objectif emblématique est particulièrement ambitieux. Nous le savions et il constitue un véritable défi pour beaucoup d'entre vous. Mais les progrès sont réels et vous pouvez en être fiers. Cependant, les efforts doivent se poursuivre pour atteindre collectivement la cible fixée. C'est la raison pour laquelle l'État est mobilisé pour vous accompagner. Je formule le vœu que ces webinaires répondent à vos questions et à vos attentes. Encore une fois, je vous adresse mes remerciements sincères pour votre mobilisation et votre investissement sans faille dans l'exercice de vos missions et dans le déploiement des objectifs de la politique de l'alimentation. Je vous souhaite à tous une excellente session. Tout de suite, sans plus tarder, je passe la parole à Valérie Merle et à François Mauvais pour nous présenter le secteur des restaurants administratifs et interadministratifs. Valérie, vous avez la parole. Eh bien, bonjour à tous, merci d'être là. Donc, moi, je suis Valérie Merle, je suis à la DGL, au service du BEPAL, du Bureau de la politique de l'alimentation, au ministère de l'Agriculture.
et je suis aussi sur le projet Ma Cantine dont on va vous parler. En guise d'introduction peut-être de ce webinaire, nous vous proposons de balayer rapidement quelques caractéristiques du secteur de la restauration collective et de revenir sur les objectifs prioritaires de cette réforme pour le gouvernement et pour vos services de restauration, et de vous présenter une synthèse rapide des résultats d'une première étude qui a été ciblée sur les restaurants interadministratifs. Donc, vous voyez, cette première diapositive représente en fait l'étendue du domaine de la restauration collective dans sa composante sectorielle. Elle couvre tout un tas de secteurs très différents, des restaurants d'État, des restaurants universitaires, du scolaire, des services médico-social, du médical, des armées, etc. Donc, très vaste secteur. Et la diapo suivante plutôt présente la composante part de marché de ces différents secteurs, où cette part de marché a été estimée à partir d'une étude réalisée par la DITP sur la base du nombre d'établissements et des effectifs de fréquentation. On voit que le secteur administration, qui est représenté ici sous restaurant d'État, n'est en fait pas si négligeable que ça pour la restauration collective. Un autre élément de contexte, c'est la diapo suivante, est que ce secteur de la restauration collective et du milieu administration, on va dire, est aussi un secteur prioritaire et qui est particulièrement concerné par les objectifs de cette réforme dans le cadre du dispositif SPE, Service public éco-responsable, où à ce titre-là, les restaurants d'État, notamment, sont tenus de faire un reporting annuel des achats et ce reporting, fort heureusement, correspond aux objectifs Egalim. Enfin, je vous présenterai rapidement quelques résultats, c'est la diapo suivante, en retour à une enquête qui avait été faite et qui ciblait spécifiquement les restaurants interadministratifs en mai-juin dernier. On voit que dans cette enquête, une grande partie des RIA qui avaient été identifiés à cette époque-là, 2 tiers, ont répondu. Mais ils n'ont pas répondu tout à fait de la même façon. Cette enquête présentait à la fois un volet qualitatif et un volet quantitatif. Sur le volet qualitatif, où on essayait d'analyser la maturité des restaurants pour aller vers ces objectifs de la loi Egalim, on n'a que très peu de répondants. Au final, on en a 2 tiers. Par contre, là déjà, on avait 35 restaurants qui ont pu s'inscrire à cette époque-là sur Ma Cantine. Mais seuls un peu moins de 30% au final ont pu renseigner des données quantitatives cette fois-ci sur Ma Cantine. Diapo suivante, on va en rentrer un peu plus dans le détail, juste pour retenir 2 points essentiels de cette enquête. L'analyse du niveau de maturité indique pour la plupart des restaurants qu'il y avait un manque d'outillage et un manque de préparation, ce qui impliquait des difficultés pour suivre les approvisionnements et produire de la donnée. Sur les 30% de RIA, soit 25 restaurants, donc un petit échantillon qui ont remonté des données, on a pu calculer et estimer que le taux de bio, qui est attendu à 20%, était à ce moment-là, donc sur les achats 2020, à 8%, et le taux de produits durables de l'ordre de 20%. Donc, vous voyez, pardon, on n'y est pas encore, et il manque encore un petit peu à la fois de données et de produits en fait qui rentrent dans ces catégories. La diapo suivante, on va vous parler un peu plus précisément d'organisation, mais avant de donner la parole à François, nous espérons que les informations qui vont suivre, et notamment la présentation de Ma Cantine, vous permettra d'y voir plus clair sur ce qui est attendu et de pouvoir vous simplifier la vie, un enjeu de reporting des informations. Voilà, je laisse la parole à François. Merci Valérie de tes chiffres. Je resitue un petit peu le champ du panel de ce webinaire. De quoi parle-t-on aujourd'hui? Diapo suivante. Nous parlons évidemment de la restauration collective de l'État, avec les restaurants administratifs et les restaurants interadministratifs dont Valérie vient de parler, qui sont bien évidemment les cibles prioritaires de ce webinaire, et le panel de personnes présentes couvre
en priorité cette cible, mais bien évidemment, il y a d'autres cibles comme l'ensemble des restaurants d'État, qui sont constitués par exemple de l'armée, des prisons, du CNUS et des CROUS, de la restauration collective des établissements publics de l'État, et vous avez un peu un détail, il y en a à peu près 1500 en France de ces établissements. Je ne parle pas de sites de restauration, mais je parle bien des établissements publics. Et puis de la restauration collective des entreprises publiques, entreprises dans lesquelles l'État a une participation. Et là, vous avez à peu près un chiffre grossier de 1600 entreprises où l'État est majoritaire. Diapo suivante. On aurait pu évidemment flécher la restauration collective des collectivités territoriales, au moins pour la partie qui gère les restaurants administratifs des personnels communaux, départementaux et régionaux, qui finalement entrent dans le champ global du service public social de restauration collective des agents de la fonction publique. Diapo suivante. Alors, évidemment, la grande question, c'est qui gouverne quoi? Quelle est la gouvernance pour ces restaurants? Et qui décide et du mode de gestion qui peut être soit direct, soit délégué, concédé, qui décide des menus, qui décide des tarifs, qui décide des approvisionnements, et c'est le sujet quand même du jour, les approvisionnements, en particulier pour tout ce qui concerne l'application de la loi Egalim. Et donc derrière, qui achète, et on verra juste après quel type d'achat il peut y avoir. Et puis, évidemment, la grande question qui renvoie à l'utilisation de l'outil Ma Cantine, qui rend compte de ce qui est fait en matière de restauration, et en particulier de la mise en œuvre de la loi Egalim dans ce type de restauration. Diapo suivante. Alors voilà un essai de traduction de ce qu'on essaye de montrer en matière de restaurants administratifs et de restaurants interadministratifs. L'échelon national avec les administrations centrales, les secrétariats généraux des ministères et la DGAFP pour ce qui concerne les RIA, on y reviendra. Les administrations déconcentrées avec à chaque fois l'échelon social, les services régionaux de l'action sociale, des SRIAS et évidemment les restaurants administratifs. Vous voyez qu'il y a un grand point d'interrogation parce qu'on ne sait pas très bien de quelle façon les informations détenues par ces restaurants administratifs, qui dépendent donc d'une administration en service déconcentré, rendent compte à leur secrétariat général et comment ça se formalise. Et c'est un des sujets sur lesquels il faudra que, dans le futur, on ait un retour. Et en particulier sur les restaurants interadministration, là c'est un tout petit peu plus clair, puisqu'on a un échelon régional avec le PFRH et le préfet, secrétariat général aux affaires régionales de la préfecture de région, et le plus souvent une association de gestion qui gère les restaurants interadministratifs. Et donc cette architecture-là permet en tout cas de mieux connaître la façon dont le fonctionnement et le retour d'information de ces restaurants d'administration fonctionnent. Diapo suivante. Voilà, alors la notion de gouvernance est essentielle. Je reprends le schéma de qui fait quoi et de qui décide. Bien évidemment, c'est ce qu'on a tendance à appeler aujourd'hui l'autorité organisatrice de la restauration collective. Et c'est elle qui, évidemment, décide des modes de gestion, des menus, des tarifs, des approvisionnements, qui achète le plus souvent. Alors, elle peut acheter, évidemment, d'autres choses. Elle peut acheter des services. Elle peut acheter, et en particulier, le service d'approvisionnement ou même l'acquisition de repas, et qui rend compte, évidemment, c'est aussi l'autorité organisatrice. C'est cette notion qu'on veut éventuellement, enfin absolument vous faire passer aujourd'hui, qui est celle de l'interface de décision qui est responsable du service social de la restauration, y compris pour les services de l'État. Diapo suivante, il n'y en a plus. Alors, je vais vous lancer, évidemment, pour savoir de qui vous êtes et embrayer sur ce qu'on vient de dire. Nous vous proposons un sondage pour avoir une image de quelle fonction vous occupez au sein
de votre restaurant administratif ou voilà, de structure auditrice de ce webinaire. Vous allez avoir ici une liste de 10 fonctions qui sont des fonctions d'acteurs de la restauration collective. Une seule réponse pour vous permettre de répondre. Et donc, lisez bien les 10 items avant de répondre et on essaye d'interpréter ça dans la foulée. Ok, on est à 320 réponses. Je mets fin au vote. Très bien. Et je partage les résultats. Eh bien, c'est très bien, ça. On a beaucoup d'autorités organisatrices. Et évidemment, alors des autres, là, j'avoue que ça me laisse un peu... il faudrait avoir du coup des précisions sur ce que peuvent être les autres. Ils sont plutôt que des convives ou non, ils ne sont pas convives puisqu'il y avait le thème. Non, mais association de gestion pour près de 20%, autorités organisatrices, donc effectivement, c'est quand même un très bon signe. Ça fait une soixantaine d'autorités organisatrices présentes, ce qui est très bien. N'hésitez pas effectivement pour les autres, pour préciser les autres, à mettre vos fonctions au sein de la discussion. Et oui, au sein de la discussion, ce sera carrément plus simple, on fera une exploitation en direct. Oui, on a eu quelques réponses déjà, des diététiciens, des services sociaux, membres de CIAS. Donc effectivement, on comprend mieux ce sondage. Merci François. Tout de suite, je vais passer la parole à nouveau à Valérie Merle, car on nous parle de Ma Cantine, mais qu'est-ce que Ma Cantine? Voilà, je suis désolée, excusez-moi, j'étais en problème sur mon ordinateur. Voilà, alors vous avez dit Ma Cantine, qu'est-ce que Ma Cantine? On en a parlé tout à l'heure. Ma Cantine, c'est une plateforme web qui est développée selon un modèle un peu original. Bruno Ferreira le disait, sous forme de start-up d'État. Donc, on appelle ce type de modèle, en fait, un modèle de développement centré utilisateur et qui va progressivement prendre en compte, en fait, vraiment le besoin des utilisateurs. Donc, sur la diapo suivante, on a assigné, en fait, à cette plateforme 4 objectifs. Le premier, c'est évidemment de comprendre les mesures de la loi. Et la plateforme permet en fait d'apporter un certain décryptage des mesures de la loi Egalim qui ont été complétées également par les mesures de la loi climat. Ça, c'était le premier point et on avait bien conscience que ces lois qui s'enchaînaient assez rapidement étaient assez compliquées à comprendre. Le deuxième objectif, c'est de proposer un premier niveau d'accompagnement. Ce premier niveau d'accompagnement, il est principalement orienté par des petits outils qu'on va vous présenter qui permettent d'aller vers ces objectifs de la loi, de mieux la comprendre aussi, et des ressources documentaires qu'on va retrouver aussi sur cette plateforme. Le troisième objectif, c'était de communiquer, mais en proposant à ce que les cantines qui soient référencées sur Ma Cantine puissent donner cette information à leurs convives, puissent donner cette information aussi à leurs pairs et favoriser donc la transparence et l'émulation. Et enfin, le dernier objectif qui est en lien avec ce que je vous présentais au tout début, c'est de collecter un certain nombre d'informations et notamment les informations qui sont nécessaires à l'élaboration du bilan statistique annuel qui est dû par l'administration au Parlement tous les ans depuis la loi climat, donc depuis le 1er janvier de cette année. Diapo suivante. Donc, comprendre ce qui est attendu, c'est ce qu'on va vous présenter un petit peu au travers de Ma Cantine sous format un peu dématérialisé. Et ensuite, je laisserai la parole à Frédérica. Mais déjà, dans Ma Cantine, vous allez pouvoir voir, diapo suivante, les 5 mesures de la loi qui sont présentées. Et en cliquant dessus, vous aurez accès aux informations, c'est ce qu'on va vous montrer. Et bientôt, vous aurez aussi accès à la mise en place d'un petit menu particulier relatif
à l'expérimentation du menu végétarien dans les collectivités et à l'expérimentation relative au gaspillage alimentaire par la réservation des repas. Voilà, je vous laisse en compagnie de Frédérica. Merci. Alors, voilà, donc moi, je vais juste revenir là sur les mesures de la loi et plus particulièrement quand même sur les nouveautés qui ont été apportées par la loi climat. Alors, plutôt que de vous faire, on a choisi plutôt que de vous faire une présentation très académique descendante, on a préféré vous montrer où vous pouviez retrouver l'ensemble des informations sur Macantine. L'objectif est bien en effet que vous ayez cette information qui soit une information à jour et qui soit complétée au fur et à mesure des derniers à la fois décryptages, mais aussi les analyses qui peuvent être apportées par notamment des analyses juridiques, etc., sur les différentes mesures de la loi. Alors, vous voyez, quand Valérie vous a présenté ces petits cartouches là, sur lesquels on peut aller cliquer pour avoir les différentes mesures. Donc, le premier cartouche qui concerne les approvisionnements, eh bien, vous allez retrouver toujours à peu près sous une même forme, hein, vous allez retrouver donc la disposition qui est expliquée. Donc, vous retrouvez l'objectif principal, enfin, l'objectif, on va dire, emblématique de la loi Egalim, avec donc maintenant, à partir du 1er janvier 2022, depuis le 1er janvier 2022, au moins 50% de produits durables et de qualité, avec au moins 20% de produits bio. Et vous voyez aussi que depuis la promulgation de la loi climat, eh bien, il y a un nouveau sous-objectif qui a été apporté avec 60% de produits durables et de qualité dans les viandes, dans les familles viande et poisson. Et ce taux de 60% est porté à 100% pour la restauration collective d'État. Et ça, c'est à partir du 1er janvier 2024. Voilà, vous voyez aussi donc, dans cette présentation, eh bien, sur la gauche de l'écran, vous voyez les dates d'entrée en vigueur et vous voyez aussi donc à qui est adressée la mesure. Donc, en détail, pour les approvisionnements sur la diapo suivante, vous voyez donc l'étendue de ce qu'on appelle les produits durables et de qualité, tels que l'a défini la loi. Donc, je ne reviens pas sur l'ensemble des items, je reviens un peu sur les nouveautés. On a 2 nouvelles catégories qui ont été amenées par la loi climat, les produits qui sont issus du commerce équitable et puis des produits qui vont être une catégorie en tout cas qui s'appuie sur des produits qui vont être sélectionnés selon leur performance en matière environnementale et d'approvisionnement direct. Donc ça, cette catégorie-là, c'est une catégorie un petit peu particulière qui repose plutôt sur un mode de sélection et des critères de sélection. On est encore en cours d'analyse, on attend encore des précisions juridiques par rapport à cette catégorie. Et la troisième nouveauté de la loi climat, eh bien, elle concerne une catégorie qui existait déjà, qui sont pour des produits qui sont issus d'exploitation en certification environnementale de niveau 2. On avait une date, ces produits pouvaient être acceptés jusqu'au 31 décembre 2029 et cette date a été ramenée au 31 décembre 2026. Donc, voilà, donc il faudra que les exploitations, les produits soient sur des exploitations de haute valeur environnementale après 2027, à partir de 2027. Alors, j'ai vu qu'il y avait des questions sur justement les autres labels. Sachez que vous avez aussi dans Macantine, on vous le montrera après, Valérie en a parlé, des guides, des outils de décryptage qui vous permettent aussi de trouver un certain nombre de réponses à vos questions. Diapo suivante pour la mesure information, affichage. Donc, la loi climat a renforcé la mesure qui donne obligation aux restaurations d'avoir un affichage, puisque maintenant l'affichage est en permanence dans le restaurant. Donc, dans le restaurant, on doit avoir en permanence la part de produits durables et de qualité et aussi la part de produits issus de PAT qui est affichée, sachant que ces parts sont des parts annuelles et pas une part au repas. Alors, Macantine est un outil qui va vous donner non seulement cette information, mais qui va aussi vous permettre de générer une affiche qui pourra donc donner information aux convives. Mesure suivante,
qui concerne donc la diversification des sources de protéines. Alors, la loi climat a renforcé ces dispositions de diversification des sources de protéines et notamment a donné une obligation aux restaurants d'État d'avoir une option végétarienne à partir du 1er janvier 2023. Donc, sachant que c'est une option végétarienne, donc pour des repas qui vont être avec des choix multiples, ça sera une option de ces choix. Diapo suivante. Donc, nouvelle disposition de la loi, la lutte contre le gaspillage alimentaire. De la même façon, la loi climat va renforcer les dispositions qui concernent cette lutte contre le gaspillage alimentaire. Et comme vous l'a dit Valérie, on a une expérimentation qui va être mise en place pour une solution de réservation de repas, donc qui sera en fait pour les gestionnaires qui seront volontaires et qui voudront s'engager dans cette expérimentation. Donc, cette expérimentation, il y a un décret qui va paraître là, entre février et mars 2022. Elle aura une durée au moins de 6 mois et donc, comme je vous l'ai dit, ça sera pour des gestionnaires volontaires. Enfin, dernière mesure avec la dernière diapo qui concerne le plastique. Alors là, il n'y a pas de nouveauté, je dirais, avec la loi climat, mais vous avez dans ma cantine l'explication des différentes obligations qui sont liées donc à cet abandon ou en tout cas substitution des plastiques par d'autres contenants. Je rappelle que la disposition, en tout cas l'obligation qui est la plus contraignante pour la restauration collective concerne l'abandon de l'utilisation de contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service à partir du 1er janvier 2025. Voilà, donc ça, vous trouvez donc sur ma cantine l'ensemble des informations qui vous permettent de comprendre les lois, les dates d'entrée en vigueur et les personnes, les secteurs qui sont concernés par les différentes mesures. On va vous montrer maintenant, alors on va passer à la diapo suivante. Voilà. Vous voyez quand même que ça recouvre, ces lois Egalim et ces lois climat recouvrent un certain nombre de dispositions et d'obligations qui concernent différents secteurs, différents postes, en tout cas au niveau de la restauration collective, ce qui montre bien aussi que la nécessité d'être obligé, pour y arriver en tout cas, de travailler en équipe avec toutes les parties prenantes et de mettre en place dans vos restaurations des projets de restauration durable. Alors, pour vous aider pour ça, on vous propose évidemment d'utiliser la plateforme et donc maintenant, on va vous faire une petite démonstration vidéo de l'utilisation de la plateforme et c'est Jennifer dans sa vidéo qui va vous présenter cela. Vous l'aurez donc compris, ma cantine est la plateforme nationale de référence vers une transition alimentaire de la restauration collective en présentant les objectifs et les détails des mesures de la loi Egalim et plus récemment de la loi Climat et Résilience. Informer donc, mais également outiller les gestionnaires de restaurants collectifs pour les aider à se positionner sur ces objectifs de la loi. Admettons, donc là je me suis déjà créé un compte pour gagner du temps sur la plateforme, un compte gestionnaire. Admettons que je suis gestionnaire du RIA au bien manger. J'ai rempli préalablement les champs qui décrivent en fait ma cantine, le SIRET, le nombre de couverts que je sers par jour en gestion directe, mon mode de production et mon secteur d'activité, en l'occurrence l'administration. Je peux également rajouter des images si je le souhaite. Comment savoir où je me positionne? Je vais dans le module que nous appelons l'autodiagnostic qui, comme vous le voyez, reprend les grands piliers de la loi et là je peux à la fois renseigner mes données sur mes achats, donc sur mes approvisionnements, comme demandé par la loi, donc valeur totale de mes achats alimentaires. Admettons, là, je suis en gestion directe dans mon RIA au bien manger, donc j'ai accès plus facilement à ces données que je peux remplir directement ici. Mais pareil, en gestion concédée, je peux demander à mon prestataire de me fournir ces données. De la même manière, pour les autres mesures sur le gaspillage, par exemple, je peux cocher les cases des démarches et des initiatives que j'ai mis en place dans mon restaurant. Une fois que j'ai fait tout ça,
je valide et je peux télédéclarer mon autodiagnostic. Car nous vous l'avons dit, ma cantine est aussi le lieu de téléservice, un peu comme sur les sites des impôts, où je peux remonter à l'administration mes données, notamment d'approvisionnement. Hop, rien de plus simple, je coche la case et je valide. Et nous avons bien enregistré avec cette pastille verte dans notre modèle de données que vos données ont bien été télédéclarées. Autre chose que je peux faire, et cette fois ça a plus trait à la transparence que l'on veut donner de vos initiatives dans vos cantines, transparence pour les convives et pour les élus éventuellement de vos collectivités. Donc là, je peux rajouter un petit descriptif de mon établissement si je le souhaite et hop, valider. Une fois que j'ai validé, donc on reçoit, l'équipe Ma Cantine reçoit votre demande et je pourrai bientôt apparaître sur le réseau public qui s'appelle Nos Cantines, donc que vous pouvez consulter également, où j'ai en fait la totalité des établissements qui ont choisi de jouer le jeu de la transparence et de la communication à leurs convives. Donc voilà, on a des petits badges qui référencent les démarches entreprises, une évolution des taux, et on peut également, et c'était notre but en fait, de fomenter en fait une sorte de communauté de bonnes pratiques. Je peux moi, en tant que gestionnaire, contacter un autre gestionnaire, un autre restaurant pour, par exemple, lui demander comment est-ce qu'il a fait pour réduire le gaspillage, par exemple. Je vous parlais de fomenter une communauté, c'est aussi ce qu'on fait via notre blog avec le partage de témoignages, également d'outils et d'adaptation de la réglementation et des aides pratiques qui nous sont communiquées par nos bêta-testeurs. Autre outil et ressources pour vous aider à vous améliorer. Quand vous allez sur mon compte, vous avez un tableur d'aide au calcul pour le calcul des achats. Vous avez un générateur d'affiches qui vous permet d'être imprimé en fait et affiché directement sur le site de votre restaurant pour informer vos convives de vos parts de bio. Si vous le souhaitez, vous avez également à disposition une documentation avec là des guides plus complets qui vont plus loin pour vous aider encore plus. Alors, juste un petit mot justement sur ces guides. Il y a notamment dans ces guides accessibles des guides qui concernent les marchés publics, que ce soit pour il y en a un pour la restauration en gestion directe et un pour la restauration en prestation de services. Vous y trouverez quand même un certain nombre de renseignements sur les catégories. Je vois des questions là, qui concernent les catégories et notamment des questions aussi sur le local. Ces guides aussi, on a essayé, en tout cas, vous savez que le local ne peut pas être mis dans les marchés publics en tant que tel. Par contre, on a travaillé en tout cas sur et on a présenté dans ces guides des pistes pour des stratégies d'achat afin justement de ne pas défavoriser et de permettre à l'ensemble des fournisseurs de pouvoir candidater sur des marchés publics. Donc, ça veut dire aussi un certain travail qui se fait notamment sur de l'allotissement, etc. Alors, certes, je pense que vous n'êtes pas tous des marchés publics, mais ça donne de toute façon aussi quand même un certain nombre de façons de faire, de stratégies qui permettent de voir comment on peut lier à la fois de l'achat vers des catégories Egalim et tout en essayant de travailler en proximité sur un territoire. Maintenant, je vais repasser la parole donc à Valérie pour finir la présentation sur Ma Cantine. Alors oui, pour terminer sur Ma Cantine, mais après on prendra un peu de temps pour échanger, pour répondre à vos questions qui sont nombreuses. En résumé, je dirais que Ma Cantine, c'est à la fois donc, un outil, mais des outils, comme on vous l'a montré, et des ressources. Donc, parmi lesquels outils, on vous a présenté l'autodiagnostic et son tableau de bord associé qui vous aide à vous positionner et à mieux comprendre les objectifs de la loi Egalim et à voir un petit peu quelle est sa progression, quelle est la progression qu'il faut faire pour aller vers ces objectifs. Le tableur pour le suivi des achats, c'est un tableur
tout simple. Sa vocation, elle est à la fois pédagogique et un aide pour le calcul de ces indicateurs. Mais si vous avez vos propres outils pour le calcul des achats, ce n'est pas ultra nécessaire d'aller vers ce tableur de suivi des achats qui est d'ailleurs en train d'être travaillé et perfectionné par l'équipe de Ma Cantine. Vous avez le modèle d'affiche dont on vous a parlé, tous les livrables du Conseil national de la restauration collective. Et surtout, ce qu'il faut retenir de cette plateforme, c'est sa façon d'être en fait. C'est un dispositif qui est vraiment dédié à la co-construction, l'échange, la communication. Et pour vous permettre de participer à cette co-construction et de répondre à des questions que vous vous posez, nous avons mis en place une adresse générique qui est à l'écran ici, contact@egalim.beta.gouv.fr. Et puis, vous pouvez devenir bêta-testeur, c'est aussi possible sur le site. Vous pouvez vous déclarer en tant que bêta-testeur. Le blog, je n'y reviens pas, puisque Jennifer vous l'a présenté. Nous avons aussi une infolettre mensuelle. Bientôt, un prochain numéro va paraître. Ça vous tient au courant un petit peu de l'évolution de la plateforme et puis ça met en ligne quelques actualités. La page de publication dont on vous a présenté. Et en fait, Ma Cantine, c'est aussi un véritable outil pour la politique publique de l'alimentation, puisqu'avec son module de télédéclaration dont on vous a parlé, cela permettra de réaliser le bilan statistique annuel que nous devons mettre au Parlement, mais également avoir un accès à toutes les statistiques pour tous. Et d'ailleurs, il y a un module qui est déjà en cours sur Ma Cantine qui vous présente déjà une façon d'agréger ces informations qui peuvent être rendues à certains niveaux, départemental ou régional, ou par type d'établissement. Voilà. Je pense que c'était la dernière diapo. Ah non, je vais vous dire 2 mots quand même des statistiques de Ma Cantine. Donc, ça aussi, ça fait partie du modèle Startup d'État. Vous avez accessible ces statistiques directement sur le site de Ma Cantine. On peut voir tous les jours la progression en termes de nombre d'utilisateurs. Là, nous en sommes à plus d'1 millier. On peut voir également l'origine en fait des restaurants qui sont sur Ma Cantine, puisqu'on a la liste par secteur. Donc, vous voyez, on est quand même très fourni de restaurants scolaires, mais en même temps, c'est une grosse part de la restauration collective. Et puis, on a un début d'agrégation en fait des premiers indicateurs qui nous sont remontés par nos utilisateurs. Voilà, je crois que là, du coup, la présentation est terminée sur Ma Cantine. Je vous remercie. Eh bien, merci beaucoup Valérie. Comme vous le voyez, l'État développe une politique d'action qui a pour objet d'améliorer les conditions de la restauration collective. Et pour mieux comprendre les spécificités de ce secteur de la restauration administrative et des restaurants interadministratifs, nous avons demandé à 5 structures de témoigner de leurs expériences. Et pour commencer ces témoignages, je m'adresse à Alexandre Martineau et Virginie Gréziac. Vous êtes au restaurant interadministratif de Bordeaux, cité administrative. En fait, vous êtes 2 membres du conseil d'administration représentant les usagers. Et vous avez fait bouger en fait ce restaurant et vous allez nous expliquer comment. Et lors de notre échange, vous aviez bien précisé que finalement, la loi Egalim était aussi un bon argument pour faire bouger toutes les équipes. Je vous passe la parole. Virginie, Alexandre, vous avez la parole. Bien, bonjour à tous, Alexandre Martineau. Je suis effectivement un membre du conseil d'administration de la Grescab. En tant que représentant des usagers, effectivement, j'ai été élu en 2016. J'étais alors à l'époque en poste à la DRAF Aquitaine et j'étais notamment en charge de l'agriculture biologique. Et du coup, un peu sensibilisé à cette thématique-là. Alors depuis, j'ai muté à la DDTM de Gironde, mais je suis toujours au conseil d'administration, puisque la DDTM est également utilisatrice du RIA. Virginie, je te laisse te présenter. Oui, moi je travaille à la DRAF Nouvelle-Aquitaine. J'ai pris la suite d'Alexandre sur sa mission bio et puis je suis en charge du suivi des filières régionales. Donc je suis comme Alexandre, représentante des convives dans l'association de gestionnaires du RIA de la cité. Vas-y Alexandre. Ouais. Et donc, voilà, la Grescab travaille en gestion concédée avec un prestataire et pour vous donner un ordre de grandeur, on est à peu près à 550 repas jour avant Covid, donc une cité administrative assez conséquente.
Alors, c'est vrai qu'à l'arrivée dans le conseil d'administration, je me suis assez vite intéressé à la partie introduction de produits bio, parce qu'on n'avait pas vraiment de chiffres ni d'affichage sur ces aspects-là. Et quand on a obtenu les chiffres, on était à 0,5% de produits bio dans les menus. Donc voilà, on partait de pas grand-chose. Et au début, les relations avec le prestataire ont été plutôt dans le sens de l'écoute, avec une dynamique de montée en puissance des produits bio et un succès quand même assez vite constaté de ces menus-là auprès des convives. Et donc, la dynamique s'est enclenchée, mais on s'est aperçu qu'atteint un palier à 2% de produits bio, ça a commencé à stagner et les efforts se sont arrêtés là. Le prestataire nous ayant assez vite opposé le contrat qui nous liait avec lui, contrat dans lequel il n'y avait effectivement aucun engagement en termes de produits de qualité, d'approvisionnement ou autre. Et il nous a effectivement tout de suite dit, le problème c'est que si on continue à augmenter, il y aura un impact forcément sur le tarif des menus. Donc de ça, naturellement, la conclusion, c'était que si on voulait booster un peu la part de produits bio dans les menus, eh bien, la seule façon de faire était de relancer un appel d'offres sur la base d'un nouveau cahier des charges retravaillé. Alors pour ça, on a quand même travaillé par étapes. D'abord, il a fallu s'assurer que c'était bien une attente des convives, puisqu'à l'époque, on ne parlait pas encore des Galim, mais il n'y avait pas encore d'obligation à ce stade. Donc, il fallait bien être sûr que c'était une attente des convives et que ce n'était pas qu'une démarche purement personnelle. Donc, on a élaboré en groupe de travail une enquête auprès des convives concernant leurs attentes, donc qu'on a fait valider en conseil d'administration, donc c'était une première étape, et qu'on a diffusé en mai 2017, et dont les résultats ont vraiment montré qu'il y avait des attentes des convives sur ces aspects-là notamment. Donc ensuite, deuxième étape, eh bien, ça a été de convaincre le conseil d'administration justement de relancer un appel d'offres, qui est quand même un exercice un peu lourd, sachant que nous étions avec un prestataire en contrat depuis déjà de nombreuses années, contrat qui était reconduit d'année en année par simple avenant. Ça a été assez long, il y a eu beaucoup de travail de pédagogie à faire, notamment auprès de certains membres du conseil d'administration auprès de qui les idées reçues comme quoi le bio, qui opposaient beaucoup le bio et le local. Voilà, on ne pouvait pas faire les deux en même temps. Donc, voilà, il y avait des idées reçues à abattre. Donc, un gros travail de pédagogie à faire. Et pour ça, on a réussi, j'allais dire, à motiver le conseil d'administration en 2018 vers la signature d'une charte où on a pu se faire accompagner dans notre démarche par une association interprofessionnelle qui s'appelle Interbio, alors à l'époque Interbio Aquitaine, désormais Interbio Nouvelle-Aquitaine, une charte qui a été signée en novembre 2018 dans laquelle le restaurant de Bordeaux s'engageait à introduire, déjà à relancer un appel d'offres et à introduire dans son cahier des charges les critères de la loi Egalim, et en particulier donc l'atteinte des 20% de produits bio dans ses menus. Donc maintenant, je vais passer la parole à Virginie qui va vous détailler les étapes qui ont suivi la signature de cette charte. Virginie, en 1 minute, hein, parce que Alexandre a beaucoup parlé. Ah mince. Alors, je ne vais peut-être pas détailler les points clés, mais juste quand même quelques notions là sur le cahier des charges. Alexandre l'a dit, on a écrit, alors que c'était en 2019, qu'on voulait, dès le prochain marché, atteindre les taux d'approvisionnement déjà prévus par la loi Egalim, alors qu'elle n'était pas encore en vigueur. Et donc ça a été un point qu'on a déjà mis dans le cahier des charges. On a demandé aussi, dans le cadre de réponses techniques et financières, de bien préciser les engagements, les moyens du candidat en matière d'approvisionnement en produits notamment bio et autres labels. On lui a demandé le détail des coûts alimentaires. C'est le troisième point. Ça, c'est un point important aussi du cahier des charges où on demandait d'indiquer le surcoût des produits dits Egalim et ensuite de lisser ce surcoût à l'ensemble des produits pour que finalement tout le monde participe à l'effort et que les produits qui sont bio et labellisés ne soient pas plus chers que des produits équivalents non labels. Dans le cahier des charges, il y avait aussi un volet qui concernait le fait que le convive puisse se faire un menu 100% bio s'il le souhaite. Et enfin, il y avait tout un tas d'autres exigences sur le gaspillage, la lutte contre le gaspillage alimentaire, sur le niveau aussi de transformation des produits par famille.
Et donc, voilà, ça, c'est les points, en gros, qui concernaient l'approvisionnement. Et on a mis aussi de fortes exigences sur le côté traçabilité et contrôle, en fait, des engagements. Donc, en demandant aux candidats de nous présenter une offre avec un tableau de reporting, avec des commissions aussi régulières. Et on a prévu aussi un système de pénalité en cas de manquement. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas dans notre précédent appel d'offres, dans le précédent cahier des charges. Donc, au final, on a retenu une société de restauration qui était différente du prestataire qu'on avait à l'époque, même si le prestataire qu'on avait à l'époque, on a eu la petite surprise de voir qu'il nous a présenté une offre finalement au même niveau de prix que le tarif actuel de sa prestation, alors que là, il nous présentait une offre répondant aux critères Egalim. Merci. Donc, oui, merci Virginie. Peut-être juste pour vous terminer en disant que c'est un marché qui fonctionne aujourd'hui, même si il a été mis en place fin 2019 et qu'il a traversé une période Covid un peu compliquée. On arrive aujourd'hui, le prestataire, la société de restauration arrive à nous fournir plus de 20% de produits bio. Même on a pu atteindre les 30% là dans les reportings. Et par contre, à être un peu plus en difficulté sur la partie autre label. Merci beaucoup pour cette excellente présentation de votre établissement et bravo à vous deux. Désolé, il y a d'autres intervenants. Vous avez quelques questions vous concernant. Hélas, je répète, les questions, c'est mieux de les mettre sur le Q&R. Et bon, mais vous avez, Virginie, une question sur la fenêtre de discussion. Maintenant, je vais passer la parole à Gérald de Nivelle du RIA de Cahors. Alors, quand nous avons échangé, en fait, j'ai découvert que depuis 2 ans, donc vous êtes la gestionnaire d'une association, la GRIAC Cahors. Depuis 2 ans, finalement, vous aussi, vous avez un nouveau contrat avec une société de restauration. Et depuis, en fait, le couple gestionnaire et le chef de cuisine, en fait, vous menez un travail collaboratif sensationnel. Gérald, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Bonjour à tous. Donc, je vais vite me représenter comme l'a fait Monsieur Terrasson à l'instant. Donc, je suis gestionnaire du RIA de Cahors depuis 17 ans. Et donc, nous sommes à peu près en temps normal à 250 repas jour, ce qui est bien sûr ce qui était en 2019. Donc, aujourd'hui, on a une équipe qui est composée d'un chef, de 2 aides-cuisinières, une caissière, un plongeur, qui, eux, font partie des employés prestataires, et moi-même, qui suis donc employée du RIA. Je suis donc payée par l'association. En 2019-2020, on a réalisé des très gros travaux afin de nous permettre de cuisiner sur place. Jusqu'à maintenant, nous étions en liaison froide, donc ce qui n'était pas quand même un système très, très génial pour pouvoir faire des choses de qualité et pouvoir travailler correctement. Donc, on a fait des gros travaux et en parallèle, on a donc refait un autre contrat. Donc, on a refait un appel d'offres avec, bien entendu, l'introduction de la loi Egalim pour essayer de travailler dans les meilleures conditions possibles et avoir ce qu'il fallait. Donc, ce marché a été attribué donc, pour moi à mon prestataire qui est la société Happy Restauration. Et du jour au lendemain, on a fait une cuisine qui était complètement différente, qui était goûteuse, qui était de qualité, parce que cuisiner sur place, voilà, c'est l'idéal, on va dire. Donc, depuis qu'on travaille ensemble, il y a eu un échange qui s'est mis en place entre le prestataire, donc, qui est mon cuisinier, qui est la personne qui est présente avec moi tous les jours. Et nous communiquons beaucoup, nous échangeons beaucoup. Et notre vision a été de dire, on va essayer de faire beaucoup de local, donc de faire travailler notre département le mieux possible. Et pour que ce soit le plus réalisable possible et le moins contraignant, ce qui n'est pas toujours évident pour nous, ça a été de passer par le drive fermier qui a été mis en place par la Chambre d'agriculture de notre département, qui est un regroupement de producteurs, qu'ils soient bio ou conventionnels, on a les deux, et qui nous permet d'avoir une seule plateforme pour acheter, avoir qu'une seule facturation, mais en plus, que tout ça soit répertorié sur la mercuriale de mon prestataire, donc qui nous permet de comptabiliser certains achats
dans la loi Egalim, puisqu'ils sont bien entendu reconnus. Ça, c'était le plus important pour nous. On y arrive. Le plus gros problème que nous avons aujourd'hui, c'est que les producteurs n'ont pas connaissance de nos difficultés. Même en communiquant avec eux, c'est encore très compliqué sur le fait que on va demander une quantité de produits. On nous demande de commander 10 jours à l'avance. Donc, on estime que lorsqu'on a fait notre commande 10 jours à l'avance, on peut être prévenu si un produit ne sera pas livré. Ce qui aujourd'hui n'est pas vraiment le cas. On le sait un peu au dernier moment. 24 heures à l'avance, de savoir qu'on ne va pas avoir 30 kilos de carottes, c'est très embêtant. Donc, il faut qu'on puisse se retourner et on se retourne vers les plateformes, les grosses plateformes du style Pro, Break, pour pouvoir être livré parce que nous, on a quand même des repas à effectuer, quoi. Et ça, c'est notre plus gros problème aujourd'hui, c'est d'arriver à faire comprendre nos difficultés aux producteurs avec lesquels nous souhaitons travailler et nous voulons travailler. Voilà. Donc, bon, on pense bientôt y arriver, mais il est vrai qu'il y a encore beaucoup d'étapes à passer. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est chronophage, ce genre de situation. Bon, avec ma cantine, on va trouver les solutions. Vous allez voir, Gérald. Je vais maintenant passer la parole à Nicolas Tiquet. Vous êtes directeur de l'association ARENFIP et finalement, vous gérez différents sites de restauration à Clermont-Ferrand. Vous allez nous expliquer un petit peu ce que vous faites. Et pour vous, j'avais noté que la loi Egalim vous pousse à être un peu plus inventif. Vous produisez 100 000 repas annuellement avant la crise et au moins un menu bio par semaine et des plats végétariens. Donc, en fait, vous êtes vous êtes très engagé. Monsieur Tiquet, bonjour. Bonjour. Moi, je vous vois. Je ne sais pas si vous me voyez. Oui, on vous voit, on vous entend. Bon, bienvenue en Auvergne. Donc, oui, moi, je suis Nicolas Tiquet. Donc, je dirige l'association ARENFIP, qui est une association qui est principalement chargée des repas pour les ministères des Finances publiques sur Clermont-Ferrand. Mais on a une petite spécificité, c'est qu'on gère également du logement, une crèche. Et c'est tout ce conglomérat qui fait qu'on est autofinancé. C'est-à-dire que la différence par rapport à mes collègues précédents, c'est qu'on n'a aucune subvention d'État ni de notre ministère. Donc, le principe de l'ARENFIP est d'équilibrer entre ses activités ses coûts. Pour la partie restauration, donc, comme vous l'avez dit, avant période Covid, on a une production de 800 couverts jour. On a un agrément cuisine centrale sur notre site principal qui peut aller jusqu'à 1000 couverts. On a un restaurant principal en production sur place et 3 sites satellites qu'on dessert en liaison froide. Et donc un autofinancement. La mise en place de la loi Egalim, elle est venue assez tôt en fait dans notre démarche. Elle est venue à partir de 2018, mais on a cherché à l'intégrer dans la philosophie qu'on faisait déjà, c'est-à-dire qu'on a une vision qualitative avec déjà une fabrication maison très importante, notamment au niveau des plats chauds et de tout ce qui est entrée avec des salades bar et des entrées chaudes qui sont faites 100% maison. On travaillait déjà avec quelques producteurs locaux et surtout, on est très attaché aux produits de qualité. Donc, la loi Egalim, on a commencé à la réfléchir avec mon chef de cuisine en 2019. On a mis sur papier tout ce qu'on souhaitait faire. On a commencé à l'adapter en 2020 dans nos menus et nos achats. Et en 2021, alors ce n'était peut-être pas la bonne année à cause du Covid, mais on a commencé à vraiment mettre les pieds dedans avec un suivi précis et des évaluations régulières. Donc, on est arrivé à fin 2011 à 11% de bio et 15% de produits durables. Et comme vous l'avez souligné aussi, ce qui est un changement pour nous, beaucoup de produits végétariens et végétaux. Donc, comme vous l'avez dit, c'est une nouvelle gestion pour nous. C'est quand même une mise sous tension parce que ça nous a opposé beaucoup de contraintes, notamment pour nous, et ce qui est très important, une contrainte de coût, puisqu'il a fallu qu'on trouve des solutions pour absorber la hausse du coût matière, qui a été sur les 2 ans de la mise en place de la loi Egalim de 38%, donc ce qui n'est pas négligeable. C'est aussi une gestion administrative plus lourde,
parce qu'on a des petites équipes administratives, donc effectivement le suivi à la semaine de la loi Egalim et des surcoûts afin de pouvoir régler, c'est assez lourd. Et comme le disait Gérald précédemment, c'est aussi des problèmes de volume. Quand on veut travailler en local et en bio aujourd'hui, on a quelquefois des surprises à 24 ou 48 heures. Et effectivement, de ne pas avoir le produit bio, le produit local, et effectivement de se retourner vers des plateformes logistiques où là, on prend le produit qu'on a. Mais le côté positif, c'est que c'est aussi une source d'opportunités. Ça nous a obligés à être plus inventifs, à remettre sur les rails nos cuisiniers qui sont un peu des vieux de la vieille. Donc, il a fallu reconstruire des recettes, voir des nouvelles méthodes culinaires, intégrer le végétal qui n'est pas du tout dans les habitudes alimentaires des restaurants administratifs, notamment à Clermont-Ferrand, et donc acquérir des nouveaux savoir-faire. Et juste pour finir, je dirais ce qui nous manque à aujourd'hui pour aller un petit peu plus loin, pour nous, ça va être une question de financement, parce qu'on est arrivé un peu à la limite de ce qu'on pouvait faire pour ne pas répercuter sur l'usager les surcoûts. Et on manque aussi également de tout ce qui est support de communication. Donc là, on va y travailler avec l'aide de la plateforme Ma Cantine. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour votre présentation. On voit déjà un peu des similitudes entre ces problèmes de coûts, surcoûts de la loi Egalim. Donc, on reviendra sur ce sujet tout à l'heure, enfin, aussitôt les deux autres interventions. Et puis, ce problème avec les approvisionnements, nous en reparlerons après aussi, après la présentation donc, du restaurant administratif du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, avec Audrey Coquart, vous êtes vice-présidente du conseil d'administration en charge de cette restauration, et Philippe Lapouche, directeur d'exploitation et président de Restauco Île-de-France. Audrey, quand nous avons échangé au téléphone en préparation de ce webinaire, vous étiez, en fait, vous disiez une convive du restaurant du Messery, et puis finalement, vous avez pris à bras le corps la transformation du RA, donc de ce restaurant administratif, où il y avait un certain nombre de difficultés. Est-ce que vous pouvez nous resituer en fait la situation dans laquelle vous êtes arrivé et que vous avez pris à bras le corps ces responsabilités? Oui, d'abord, bonjour à tous et toutes. Effectivement, moi, je suis fonctionnaire du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, en poste à la Direction générale de l'Enseignement supérieur et de l'Insertion professionnelle. Je suis ingénieure de formation, donc quand je suis rentrée au conseil d'administration, voyant qu'il y avait un problème énorme au niveau de cette restauration, de qualité, au niveau de l'équipe, bref, tout le monde se plaignait au niveau de l'administration centrale. Donc, il a fallu faire quelque chose. Donc, nous étions quelques-uns à vouloir rentrer au conseil d'administration et en fait, nous avons en effet pris possession du conseil d'administration et nous avons découvert l'horreur absolue. Donc, ce restaurant, en fait, pour expliquer son histoire, c'est le restaurant qui a été créé par le ministère de la Recherche et qui a accueilli ensuite l'enseignement supérieur et qui dépend aussi maintenant du ministère de l'Éducation nationale puisque nous avons un secrétaire général qui est conjoint entre l'Éducation nationale et l'enseignement supérieur. Donc, ce restaurant, en fait, était accueilli en fait pratiquement 1000 convives jour et avec un seul repas le midi. Et donc, c'est un restaurant, en fait, interadministratif sans lettres. Il est piloté par l'administration centrale du ministère, il accueille les personnes d'administration centrale qui sont sur le site, mais il accueille aussi l'ensemble des établissements qui sont sous tutelle du ministère, qui sont le CNRS, le Collège de France, Paris 1, etc., toute une diversité, qui sont tout autour en fait, de notre restaurant qui se situe Montagne Sainte-Geneviève à Paris. Donc vous voyez, nous avons pratiquement plus de 20 établissements qui conventionnent avec nous pour permettre à leurs agents, qui sont donc sur leur divers sites, de pouvoir se restaurer. Nous sommes sur une restauration qui est sociale et solidaire, c'est-à-dire que chaque agent paye en fonction de son indice et mange exactement la même chose que les autres. C'est-à-dire qu'il ne paye pas le coût de son plateau, il paye un forfait qui se compose de 3 périphériques et d'un plat chaud. Donc ça aussi, c'est une information très importante parce que évidemment, ça a des conséquences forcément sur les coûts et en particulier sur les charges.
Donc, nous avons découvert, je dirais, allez, 2017, il m'a fallu que je me forme parce que je n'étais pas forcément formée, les membres du conseil d'administration ne l'étaient pas non plus. Et nous avons donc découvert du harcèlement, des agissements excessivement graves de harcèlement, du vol, du détournement, des incompétences à tous les niveaux. Et surtout, nous sommes allés taper à la porte. Et là, c'est ce que je peux dire aussi dans le témoignage que nous apportons, c'est que nous sommes en restauration collective, alors de la fonction publique, administrative, nous devons être aussi solidaires. Et nous avons trouvé cette solidarité auprès de quelqu'un qui va nous suivre d'ailleurs, qui est Margot Harley, le ministère donc, de l'Agriculture, l'association ORI, qui nous a accueillis à bras ouverts quand nous avons tapé à la porte en disant au secours, nous avons besoin aussi d'aide. Quelles sont les bonnes pratiques? Comment est-ce que nous pouvons sortir de l'ornière d'une situation d'un restaurant en fait, qui est resté coincé dans les années 90, qui n'avait pas de PMS, pas d'HCCP, pas de compétences à tous les niveaux? Comment est-ce qu'on s'en sort pour justement sortir aussi d'un déficit abyssal de plus de 300 000 € quand on a repris la chose? Bref, et elle nous a dit tout simplement, elle nous a aidés et nous avons travaillé aussi avec Margot. Elle nous a mis à disposition son directeur d'exploitation qui a accompagné l'équipe et surtout nous avons fait un audit de restauration, un audit RH qui a évidemment été catastrophique en nous indiquant que vous n'avez aucune compétence métier à tous les niveaux. Donc là, en 2018, dès que nous avons eu ces résultats, il a fallu que nous taillions dans le vif. Je vais le dire très honnêtement, j'étais présidente de l'association puisque aujourd'hui elle a un peu migré, je vais l'expliquer très rapidement. C'était l'association Aura, donc là j'étais présidente, donc totalement responsable de la situation, il fallait tailler dans le vif. Donc c'est ce que nous avons fait. En fait, nous avons identifié les salariés qui pouvaient être récupérés et monter en compétences. Et puis, nous avons dû nous séparer de ceux qui étaient des harceleurs, puisque c'était réellement le terme, des véritables harceleurs et qui profitaient du système. Et puis, nous avons remis un petit peu les choses en ordre, c'est-à-dire remise du droit du travail, remise de la sécurité, mise en place du PMS, formation HACCP qui n'existait absolument pas. Et puis surtout, nous avons essayé de faire baisser les charges. Quand vous avez des charges salariales qui occupent 70% de vos charges, comment pouvez-vous développer ensuite les activités qui sont liées à votre activité principale, qui est la restauration? Donc, tout ce travail a été fait pendant toute l'année 2018 et nous avons donc une équipe à peu près, je dirais, dynamique et qui commençait à travailler dans un projet collectif à peu près à la fin 2018. Ensuite, je passerai rapidement sur le Covid parce qu'il est venu nous percuter totalement. Je dirais simplement que dans cette expérience, il faut absolument professionnaliser tous les membres du conseil d'administration, ce n'était pas le cas. Il faut professionnaliser aussi tous nos partenaires d'action sociale, ça n'est pas le cas encore aujourd'hui à l'administration centrale du ministère, donc nous nous y en efforçons. Il faut professionnaliser évidemment l'ensemble de l'équipe, il faut construire un collectif de travail. Et le collectif de travail, il s'est fait sur un fondement simple, c'est-à-dire dans une situation titanique. Et nous avons face à nous la loi Egalim, puisqu'en 2018, elle était déjà évidemment devant nous. Nous avons aussi toute la transition écologique, donc de transformer ce restaurant en un restaurant éco-responsable. Donc nous sommes partis de ce collectif-là commun, de basculer vers la loi Egalim et surtout de retravailler sur les fournisseurs, sur les achats. Et c'est vrai que Margot nous a profondément aidés là-dessus, puisque nous avons pu intégrer la centrale d'achat de Ori, ce qui nous a permis d'être connus, de rencontrer les fournisseurs et enfin d'accéder à des tarifs qui étaient intéressants et d'accéder surtout à des denrées qui étaient traçables, qui étaient locales, qui étaient françaises, qui étaient de qualité et plus n'importe quoi, parce que c'était exactement ça. Sachez qu'ils allaient même jusqu'en Turquie acheter certaines boîtes de conserve. Bref, il n'y avait aucune politique en matière d'achat. Donc aujourd'hui, nous avons accueilli Philippe Lapouche qui nous a rejoint, qui est aussi président de Resto Île-de-France et qui fera le lien avec Margot. Et nous sommes dans une démarche totale là, de refonte de travail sur la loi Egalim, sur en effet nous avons un outil de gestion, puisque moi j'ai souhaité dès le début dématérialiser l'ensemble des suivis de gestion du restaurant, parce qu'il n'y en avait aucun. Et donc, de suivi aussi de gestion et des fournisseurs. C'est-à-dire que ce sont les fournisseurs qui rentrent dans notre base et ce sont eux qui doivent saisir toutes les informations en termes de label, en termes d'origine, en termes aussi de traçabilité, je pense aux viandes, parce que nous allons devoir aussi gérer la chose. Et donc, ce que je dirais, je l'ai entendu de la part des précédents collègues, la même chose aussi, c'est que nos fournisseurs ne sont pas forcément au fait. Ils ne sont pas forcément non plus formés, outillés pour nous informer sur l'ensemble des champs que nous devons renseigner. Et ça, c'est vrai que c'est un problème. Nous devons travailler aussi sur les achats, sur la diversité des achats, et en particulier parce que je pense que nous tous, là, ensemble, nous ne sommes pas des concurrents, et c'est ça qui est notre force par rapport à une restauration qui est effectivement peut-être plus privée, c'est que il me semble que nous devrions pouvoir travailler ensemble par le biais de Restoco, par exemple, par le biais des Agria, et que nous puissions aussi partager nos difficultés, partager nos réussites et partager et mettre en pratique ce que les uns et les autres nous faisons.
Aujourd'hui, et je vais laisser parler à Philippe parce que je ne sais plus à combien j'en suis sur les 5 minutes, mais nous sommes. On a un peu débordé, oui. Ah, j'ai débordé, bah oui, je dirais Non, que la situation est importante aussi. Simplement dire que nous sommes en gestion totalement directe. Hein. Nous sommes une association loi 1901 et nous, pour que nous puissions continuer à vivre, il va falloir que nous changions, et ça c'est vraiment 2022, que nous basculions sur un statut RIA. C'est-à-dire qu'il nous faut absolument rentrer dans le texte, la circulaire qui pour moi est la Bible, 2015 de Maryse de Branchu, qui instaure les RIA et qui rappelle aux employeurs leurs obligations en matière d'action sociale et d'investissement en termes de restauration collective pour l'ensemble des agents de la fonction publique et en particulier pour nous de l'administration centrale. Donc là, je ne sais pas si Philippe veut faire le lien ensuite avec Margot. Oui, on va passer la parole à Philippe. Mais merci beaucoup, Audrey, parce que vous rappelez quand même des choses importantes, dont cette circulaire. Donc, j'invite tout le monde à découvrir cette circulaire. On vous la mettra en lien. Vous avez aussi insisté sur le fait de travailler ensemble. Et là, nous avons la plus belle illustration, donc avec Philippe et Margot. Mais alors, je vais vous dire de faire très vite, parce qu'on a déjà du retard et il faut qu'on puisse répondre aux questions des auditeurs. Voilà. Philippe Lapouche, donc je représente Restauco en Île-de-France. Je suis depuis des années chef de service de restauration dans les armées, donc j'ai quand même un vécu. Et Aura, donc anciennement SD-Card, Aura était adhérent de Restauco. Donc, par le biais de Margot et de Audrey, donc une demande d'intervention par rapport à ce qu'a dit Audrey, hein, je ne vais pas résumer, mais demande d'intervention à la fois très technique pour remettre en marche un système qui était vraiment devenu pratiquement obsolète, hein, par le biais de l'encadrement. Donc, un état des lieux en premier lieu, hein, un état des lieux, donc sur la mise en place d'outils RH, d'outils qualité et sécurité alimentaire, et notamment d'outils alimentation, d'achat d'alimentation. Donc, on a un outil aujourd'hui qu'on a travaillé avec cette société depuis quelques mois et aux gens pour arriver depuis le 1er janvier. Donc, on va se lancer sur le 1er janvier 2022, puisque 2021 était compliqué à mettre en œuvre. Donc, depuis 2022, l'idée derrière, c'est d'arriver à une destination analytique de nos achats. Parce que derrière, ce qu'on a dit tout à l'heure, moi, ce qui est intéressant à redire, et c'est très important, c'est qu'au-dessus, nous avons une direction, hein, un employeur, hein, qui est l'administration, un employeur qui décide et qui nous met en place, notamment chez SD-Card, qui nous met en place une convention. Donc, dans cette convention, qui fait quand même 40 pages, donc dans cette convention, on a des remontées d'informations obligatoires à donner, donc sur la fréquentation. Aujourd'hui, on a perdu depuis 2019 50% de nos convives. On fait avec, on a conservé le personnel, on a eu un peu de chômage partiel. On conserve le personnel, c'est déjà important. Et derrière, cet outil informatique qui nous sert avec cette société à bien définir, l'outil qui est le même que Margot, par exemple, à bien définir tout le spectre de cette loi Egalim. Là, c'est ce qui est important. Sur l'approvisionnement, évidemment, nous sommes sur Paris, donc c'est un petit peu plus compliqué avec du local, l'approvisionnement local sur la région parisienne, et François connaît bien. On a des contacts avec nos fournisseurs, on a des contacts permanents, on fait des animations au sein de notre restaurant, on fait venir nos producteurs, enfin les producteurs de nos approvisionneurs, de nos distributeurs, et on a ce lien vraiment très particulier avec nos distributeurs. Et en discutant avec le distributeur, aujourd'hui, puisqu'on n'est pas soumis au Code des marchés publics, on a toute l'attitude de changer de distributeur. C'est ça qui est aussi intéressant. Sauf que la loi Egalim 2 intervient et avec quelques distributeurs entre l'amont et l'aval, il y a une contractualisation qui se met en place. Donc, on commence à avoir des liens, notamment, je dirais sur la viande, par exemple, avoir des liens avec un distributeur qui contractualise avec notre structure. Voilà, ça c'est important à le dire puisque le Egalim 2 va arriver et intervient aussi. On aura aussi des travaux. Donc, dans le principe, ce qu'on a vu dans le principe de Egalim, il faut évidemment avoir du matériel, de la formation du personnel, puisque tout le monde n'est pas formé, évidemment, nos cuisiniers, notamment sur le végétarien, par exemple. Donc, il nous faut du matériel. Aujourd'hui, sur SD-Card, nous n'avons pas de légumerie, c'est très compliqué. Donc, on essaye de faire du brut autant que possible, à la main. Donc, c'est quand même quelque chose de phénoménal. On va se doter de matériel bientôt avec Audrey. Mais derrière, il y a une volonté. Il y a une équipe qui est jeune, Audrey l'a dit, une équipe qui est nouvelle, qui est jeune, qu'il faut encadrer.
Donc, il faut vraiment du management, il faut pas mal de choses dans le dispositif. Et je pense que ce collectif, et ce que je le dis assez souvent, ce collectif est très important. Philippe, merci beaucoup. Je vais passer la parole à Margot. Alors Margot, ton nom résonne depuis quelques minutes. Tu es directrice générale de l'ORI. ORI, c'est le restaurant du ministère de l'Agriculture. Oui, c'est ça. Merci, bonjour à tous. Je vais essayer d'aller vite, mais avant, je voulais confirmer en tout cas, valider tout ce que j'ai pu entendre sur les relations avec les fournisseurs. Il est vraiment primordial d'être très, très proche des fournisseurs pour qu'ils nous connaissent. Pour venir donc au RA Descartes, je pense que lorsqu'on a tous pu mesurer la personnalité d'Audrey Coquard, qui nous a motivés à ORI pour l'accompagner, car il est vrai que lorsqu'elle a fait appel à moi, la clé était déjà dans la serrure, vraiment. Et voilà, elle était prête à tourner. Et je lui ai dit, ça n'est pas possible, on ne va pas fermer, je vais t'accompagner. Et c'est ce qu'on a fait. Mais le travail, il faut reconnaître, lui revient grâce à son énergie, comme vous avez pu le constater. Mais nous avons aussi réussi, pour faire court, grâce au collectif. Elle a eu la bonne idée de venir à moi, j'ai eu la bonne idée de faire appel à Restauco, notamment à Philippe Lapouge, et toutes les compétences que j'avais autour de moi pour l'accompagner dans tous les domaines. RH, relations humaines, qui était très difficile, elle l'a dit, au niveau des fournisseurs où il n'y avait rien, au niveau des compétences manquantes dans sa structure. Mais il faut aussi dire que il reste encore d'ailleurs un point à arranger dans ce restaurant qui sont les bâtiments. Si j'ai bien compris, il reste des travaux à faire, des travaux urgents, notamment par rapport au PMS, plan de maîtrise sanitaire, pour respecter l'hygiène en général. Donc, j'ai fait court. Si j'ai encore un peu de temps, je peux continuer. Mais peut-être que nous aurons des questions pour toi, Margot. Et merci beaucoup. Merci à vous trois pour cette présentation. Merci à vous quatre. Maintenant, je vais passer la parole à Ludovic Lay. Vous êtes de la DRAF Grand Est. Et nous parlions de la nécessité de travailler ensemble. Et vous, dès 2008, suite à la circulaire, vous avez mis en place des choses au niveau régional et vous allez nous en parler. Vous avez la parole, Ludovic. Merci. Bonjour à toutes et tous. Voilà, en Grand Est, on a environ une petite dizaine de restaurants interadministratifs. Et donc, suite à un état des lieux qui a été mené en 2020 sur un peu le niveau de produits bio et de produits sous signe de qualité des restaurants de la région, on savait qu'on était assez loin des objectifs. Et donc, on a décidé de proposer un accompagnement en tout cas des restaurants d'État. Et donc là, je parle encore un peu en amont de cet accompagnement qui va avoir lieu en 2022 et qui est financé par la DRAF, qui va être dont 6 restaurants ont répondu positivement. C'était pas une obligation de notre part, donc c'était sur la base du volontariat. Et ensuite, il y a une structure qui s'appelle Bio en Grand Est, qui fait partie du réseau national de la Fédération nationale de l'agriculture biologique, et qui donc va accompagner ces restaurants pour l'atteinte des objectifs de la loi Egalim et des nouveaux objectifs de la loi Climat et Résilience. Voilà, donc ça représente à peu près 5 à 6 jours d'accompagnement par restaurant, avec un diagnostic, une aide à l'approvisionnement en produits bio et locaux, le suivi des objectifs et la sensibilisation des convives. Voilà. On retrouve des informations sur votre site à ce sujet? C'est possible, c'est pas a priori pas encore public vu que l'accompagnement n'a pas encore commencé, mais c'est une bonne idée. On communiquera sur ce. Voilà, d'accord. Mais écoutez, je vous remercie d'avoir fait bref. Nous allons passer, avant de passer aux questions, nous allons passer un deuxième sondage. Oui. Et donc, je passe la parole à François. Merci Laurent. Oui, on va faire un deuxième sondage. On a entendu qu'il y avait beaucoup de besoins
un peu variés, hétérogènes, pour mettre en œuvre la loi Egalim, on vous met un sondage en ligne. Prenez connaissance des 7 items qui ont été identifiés. Vous avez droit à en cocher 2. Et évidemment, enfin, il n'y a pas de hiérarchie dans les 2 que vous allez cocher. Donc, n'hésitez pas à bien lire ce sondage avant d'y répondre. Et puis, on dépouille dans 30 secondes. Est-ce qu'on fait un blanc ou est-ce qu'on a le temps de gérer une question? On peut prendre voilà. une question, Donc, Laurent, Frédérica, ouais. Je pense que Frédérica, tu as la parole. Merci. Alors, on a essayé de répondre déjà quand même à quelques questions dans QR. Alors, pas à toutes, hein, parce que c'est copieux, on va dire, et on prendra le temps, bien entendu, de répondre de façon ultérieure aux questions. Moi, je voulais juste quand même revenir, c'est vrai qu'on ne l'a pas trop dit, mais vous savez qu'on travaille quand même dans le cadre du Conseil national de la restauration collective. Je dis ça parce qu'on a parlé des liens entre la restauration, les fournisseurs, les convives, hein, même l'ensemble en tout cas des parties prenantes de la restauration collective, eh bien, elles sont toutes représentées dans ce Conseil national de la restauration collective et nous travaillons ensemble justement pour trouver des solutions. Alors, à la fois sur l'accompagnement, et on salue évidemment aussi les associations, les réseaux comme le Restoco, mais on a aussi le Agores et d'autres associations qui accompagnent la restauration collective et avec qui on travaille, et qui permettent justement de mettre en place avec les acteurs ces fameux projets, en tout cas, d'accompagnement et de restauration durable. On a un bel exemple qui a été donné au niveau du restaurant de Descartes, de montrer que ce n'est pas un simple… Enfin, je veux dire, on ne peut pas résoudre la loi Egalim à la simple disposition sur l'approvisionnement. Vous l'avez dit, ça c'est quand même aussi des surcoûts. En tout cas, quand on va vers ces 50% de produits durables, on a forcément quand même des coûts qui vont être augmentation. Donc, il faut travailler sur l'ensemble des différents postes de la restauration collective pour pouvoir arriver à transformer l'essai et à mettre en place cette restauration durable et de qualité. Donc, ça veut dire de travailler ensemble, de travailler avec l'ensemble des parties prenantes et de travailler sur les différentes dispositions, mais pas que. Hein, on a parlé aussi de l'organisation RH, de l'organisation matérielle, etc. Donc, ça veut dire vraiment d'avoir une approche multiposte par rapport à ça. Et donc, on a à la fois des outils qui sont faits avec l'ensemble des acteurs du CNRC, et évidemment des structures, des associations, des réseaux qui accompagnent aussi sur le terrain, parce qu'on sait que c'est là que ça se joue, hein, ce n'est pas avec un guide qu'on arrive à faire son projet, mais c'est bien sur le terrain, en travaillant sur le terrain avec les acteurs, avec les cuisiniers, avec les différents personnels, qu'on arrive, en tout cas, qu'on arrivera et que tout le monde arrivera à aller vers ces objectifs de la loi. François, est-ce que le sondage est terminé? Oui. On est à 204. On est à 204 votants. Vous avez encore, il y a encore des personnes qui votent. On peut prendre peut-être une question. On peut prendre une autre question. Ouais. J'aime beaucoup la question de Céline Bouilly qui souligne les gestionnaires de ERA et RIA, mais surtout leurs convives sont-ils prêts à payer leur repas 20 à 25% plus cher, surcoût estimé pour l'intégration Egalim? J'ai envie de relancer par rapport à cette question. Est-ce que le coût du repas, c'est essentiellement le coût des ingrédients, des denrées alimentaires en restauration collective? Très bonne question, Laurent. Parce que si c'était que le coût alimentaire, à ma connaissance, je pense que le prix du repas, c'est quoi? C'est 20% les ingrédients? Allez, 25 peut-être. 25%. Donc voilà, est-ce que, sinon sur les approvisionnements, est-ce que Frédérica, Valérie, est-ce que vous voulez réagir sur ces problèmes de communication avec les producteurs? Avec les producteurs, avec les fournisseurs. Alors moi, les fournisseurs sont très bien représentés hein, dans le cadre du CNRC. Donc il y a beaucoup de choses qui sont travaillées avec les fournisseurs. Alors après, évidemment,
dire que tous les fournisseurs sont au courant de tout, c'est un petit peu, ça serait évidemment excessif, mais on travaille avec eux, on travaille évidemment avec la CGI, Confédération Générale, enfin tout ce qui regroupe les grossistes, mais il y a aussi les représentants des producteurs, l'agence bio, enfin voilà, les chambres d'agriculture, etc. Donc on travaille un peu sur tous les fronts. Voilà, donc il faut aussi, eh bien, quand j'ai vu aussi des questions de fournisseurs là, dans les chats et dans les QR. Je les enjoins aussi à se rapprocher quand même de leurs représentants, parce que s'ils ont des besoins spécifiques aussi en termes d'accompagnement, etc., il faut aussi qu'on puisse le prendre en compte et il faut que ça remonte aussi dans nos groupes de travail du CNRC. Voilà, et notamment, je pense au suivi aussi. Il y a encore beaucoup de questions, il y a des questions qui ont été posées, on a encore beaucoup de questions qui sont à l'heure actuelle en train d'être discutées pour trouver des solutions, ou en tout cas pour définir les processus de déclaration, quand est-ce qu'on déclare, à qui on déclare, qui déclare, etc., etc. Donc tout ça, c'est en train d'être discuté au sein du CNRC entre toutes les parties, fournisseurs, les restaurants, etc., les administrations, évidemment. Voilà. Donc, tout n'est pas encore complètement calé non plus. François? Oui, on va arrêter le sondage, Laurence. Alors, 60% des votants, on y va. Ah. Donc, le prix arrive en premier, mais il n'y a pas que le prix, il y a diagnostic suivi. Il y a financement des investissements, formation, qui sont à peu près équivalents, outils collaboratifs, formation, financement équivalent, et puis volonté politique de l'autorité organisatrice. Je pense qu'il y a eu un petit souci, on l'a vu avec les questions, enfin surtout les fonctions, les réponses au premier sondage, les fonctions occupées. Vous avez encore un petit peu de difficulté à appréhender ce que c'est que l'autorité organisatrice. Parce qu'il y a beaucoup d'autorités organisatrices qui ne se sont pas déclarées comme telles dans le sondage. Mais ça, on y reviendra. Je pense qu'après les 6 webinaires, j'espère qu'on saura ce que met derrière ce vocable. Mais voilà. François, là quand même, ce que moi je note dans ce sondage, c'est l'évolution du prix du repas. C'est une vraie question. Je pense que c'est quelque chose, je ne savais pas que c'était aussi prégnant dans les restaurants administratifs et interadministratifs. Je vois quand même qu'il y a aussi Marie-Claire Coujou qui parlait d'une subvention pour acheter des denrées bio. J'ai l'impression que tous les restaurants n'ont pas les mêmes subventions, les mêmes fonctionnements. Frédérica, François, est-ce que par rapport à ça, est-ce que vous avez des éclaircissements? Si, la participation sociale de l'État sur tous les restaurants interadministratifs est la même en France. Et ça dépend justement, c'est fixé dans la fameuse circulaire, je crois que c'est de l'ordre d'un 27 ou un 1,27 € ou 1,30 € pour tous les... 1,29 €. 1,29 €, pardon. Ah ben peut-être que ça a changé au 1er janvier 2022. Non, 21, elle n'a pas augmenté, l'action sociale a stagné. Et effectivement, voilà, c'est la subvention qui est donnée pour tous les indices inférieurs à 480, c'est ça, 400, quelque chose comme ça. Indice majoré 480, oui. Ben voilà, j'avais de bons souvenirs. Mais alors après, effectivement, au-delà de ce cadre-là, j'allais dire le prix est libre. mais apparemment, c'est effectivement un grand enjeu. On ne l'a peut-être pas assez dit lors de ce webinaire, mais les restaurants administratifs sont aussi des restaurants sociaux. Voilà. Rajouter quelque chose par rapport à ces questions de surcoût, mais ça serait aussi intéressant de profiter de votre présence à tous pour avoir une idée. Si vous avez calculé vous-même ce surcoût, ça serait intéressant pour tout le monde. Je me rappelle d'une étude que l'on avait menée au ministère de l'Agriculture qui avait montré que dans ce secteur de la restauration collective, on avait estimé une fourchette de surcoût entre 0,26 centimes et 0,30 centimes par repas. Alors, c'est une estimation qui a été faite sur la base d'un certain nombre de retours. Peut-être vous nous direz si ça correspond à quelque chose de concret. Et tout ça pour dire qu'effectivement, le coût d'un repas, ce qui coûte le plus cher, effectivement, c'est pas la matière première.
on est sur effectivement une répartition de l'ordre de 25%. J'ai en tête cet ordre de grandeur. Oui, c'est effectivement de cet ordre-là, oui, en moyenne. On a une interrogation auquel je pense qu'on peut répondre assez rapidement, c'est est-ce qu'on a une séance sur la loi Egalim 2 ? Non, pas spécifiquement, mais sur la loi Egalim 2, Frédérica, qu'est-ce que l'on peut dire, puisque je pense que ça peut être assez bref? Sur la loi Egalim 2, ce qu'on peut dire, alors on a ce qu'a expliqué très bien Philippe Lapouge, c'est-à-dire qu'on a en effet des contractualisations qui arrivent avec les producteurs notamment, mais on n'a pas, je dirais qu'on n'a pas, c'est pas ce qui va avoir une influence énorme sur nos obligations en termes pour la restauration collective. Après, ce qu'on a actuellement, ce que l'on sait, c'est qu'on a quand même des augmentations sur les matières premières qui ne sont pas. Enfin, je veux dire, tout n'est pas dû à la loi Egalim 2. Il suffit d'écouter la télé ou les infos en ce moment, l'inflation, le retour de l'inflation, etc. Donc, on a des augmentations en effet sur les matières premières et notamment aussi sur les matières premières agricoles. Donc, voilà, et donc ça participe aussi aux augmentations de prix pour la restauration collective. Voilà, et quand on est notamment, enfin, il y a pour l'achat, mais on a aussi pour les prestations de services. Donc, ça, c'est des sujets qui sont en train d'être, qui arrivent, qui sont remontés au niveau du ministère de l'Agriculture pour la partie restauration collective et qui sont. Voilà, qui vont être traités assez rapidement entre les différents ministères, l'agriculture, mais pas que, évidemment l'économie, etc. Donc ça, c'est voilà. Donc je pense qu'il y a plusieurs choses. On a la loi Egalim, la nôtre, la 1, avec la loi climat qui va vers des approvisionnements de meilleure qualité. Donc, en effet, on sait très bien qu'il y a quand même un surcoût, Valérie l'a redit. Qu'on essaye de compenser, enfin en tout cas l'idée c'est de compenser ce surcoût en travaillant sur des projets de restauration durable dans leur ensemble et en actionnant un certain nombre de leviers, on ne l'a pas redit, mais il y a la lutte contre le gaspillage alimentaire, il y a la diversification des protéines et il y a tout ce qui est en dehors de ces obligations, comme l'a dit aussi Philippe, sur voilà, le travail sur les RH, les formations, enfin, tout ce genre de choses. Et ensuite, on a en effet, en ce moment, on a plusieurs choses. On a la crise Covid qui fait qu'on a aussi moins de convives, donc quelque part moins d'entrées, et puis l'augmentation des matières premières. Donc tout ça, tout cet écosystème fait qu'en effet, en ce moment, économiquement, ça devient difficile. En tout cas, c'est plus difficile. Oui, effectivement, la question des coûts revient très souvent et je vois René Dassonville qui précise, mais ces ingrédients, 20% du coût, ce que l'on a estimé rapidement, ne nécessitent-ils pas des process plus complexes et plus lourds et des investissements matériels, voire plus de personnel, puisque si là on parle de produits bruts, il faut effectivement les transformer, il faut aussi le prendre en compte et c'est là où le coût denrées alimentaires n'est peut-être pas que le seul indice qu'il faut prendre en compte. Ensuite, il y a Emmanuel Reynaud qui souligne quelque chose. Quelles sont les contraintes légales par rapport à une contractualisation directe avec l'amont agricole? Et là, je vais dire que ce sera notre dernière question et puis on traitera vos questions si vous les avez bien posées dans le Q&R. Nous vous répondrons par mail et vous verrez une partie des réponses dans la newsletter. Et donc là, peut-être pour répondre à cette dernière question d'Emmanuel Reynaud, Frédérica, y a-t-il des contraintes légales par rapport à une contractualisation directe avec l'amont agricole? Honnêtement, c'est pas. Peut-être que Philippe. Mais non, mais c'est l'histoire des marchés publics. Oui, mais les marchés publics, je veux dire, c'est pas plus qu'avec les agriculteurs qu'avec les autres. Exactement. Après, sur Egalim 2, en effet, mais les Egalim 2, il faut voir, c'est essentiellement quand même avec la distribution. Mais paradoxalement, les relations contractuelles directes avec le monde agricole ne sont pas simples, vu ce qui a été dit tout à l'heure, en particulier sur la saisonnalité, sur l'obligation pour l'agriculteur de livrer en temps et en heure. Et c'est souvent lui qui ne veut pas signer le contrat, même s'il y a un accord sur le prix.
Voilà, écoutez, je vais répondre quand même à une dernière question, puisque Yanis Essaoudi nous pose cette question. Le format des autres webinaires sera-t-il identique à celui-ci? Oui, il sera identique avec des témoignages et des informations spécifiques au secteur. Et le prochain rendez-vous, ce sera avec les sociétés de restauration. Ce sera au mois de mars. Je vais chercher la date, mais pour l'instant, je vais passer la parole à Anne Doucelin pour la conclusion. Anne, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez bien. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je voulais, pour conclure ce webinaire qui était, je pense, passionnant pour tous ceux qui l'ont suivi et qui sont partie prenante de ces questions. Je voulais remercier la DGAL et les équipes qui l'ont accompagné pour l'organisation de ce webinaire. Je voulais aussi, bien entendu, remercier ceux qui ont bien voulu livrer leur témoignage, qu'ils représentent un RIA ou qu'ils représentent un RA. Ces témoignages étaient, bien entendu, très enrichissants et je pense que tout un tas de personnes qui ont suivi ce webinaire se reconnaissent dans les difficultés ou dans les exemples qui ont pu être, dans les expériences qui ont pu être présentées, commentées. Je voulais dire, moi, de la part de la DGAFP, toute l'importance que l'on reconnaît aux enjeux qui sont posés par les lois Egalim et climat et résilience. Nous partageons bien entendu ces enjeux, mais nous sommes bien conscients également que ça pose aussi des difficultés de mise en œuvre pour tous les acteurs de la restauration collective d'État, donc pour les RA et pour les RIA. D'où la nécessité d'un accompagnement. Donc, ce que font les équipes de la DGAL, que ce soit par l'organisation de webinaires comme aujourd'hui, mais également se déplaçant sur le terrain. Ça a été fait à plusieurs reprises, notamment Valérie Merle, qui a pu participer à plusieurs séminaires régionaux pour expliquer à la fois le contenu de la loi et les moyens d'accompagnement qui existent. Ce sont des actions qui sont extrêmement importantes pour nos restaurants. Et cet accompagnement donc, va continuer et la DGAFP continuera à jouer le rôle de facilitateur entre la DGAL et les restaurants pour faire en sorte que les informations circulent, qu'on puisse venir au soutien du recueil de données et de la bonne application des objectifs qui sont fixés par ces lois, par les restaurants d'État. Merci beaucoup à vous et je vous repasse la parole. Merci Anne. Alors très rapidement, on a encore plein de questions et je pense qu'on les traitera par la suite. Je rappelle donc nos autres rendez-vous, maintenant plus que 5. Le 15 mars à 14 h, donc c'est toujours le mardi à 14 h, nous parlerons de sociétés de restauration collective et leurs clients. Le 5 avril à 14 h, restauration collective des EHPAD. Le 17 mai, restauration collective des hôpitaux. Le 31 mai, restauration collective des EPLE. Et le 14 juin, restauration collective des établissements scolaires privés. Vous aurez ces informations par mail, donc sur notre newsletter. Sinon, sur les réseaux, vous pouvez nous retrouver à l'autre cuisine, cantine responsable. Et donc, voilà, n'hésitez pas à nous renvoyer vos questions, vos commentaires. Merci à vous tous. Vous étiez nombreux, 650 et quelques inscrits. Et bien sûr, en salle, il y avait certains sur Strapantin, puisque vous étiez à plus de 400. Merci à vous tous.